Monsieur Sperling, vous avez la parole. Bien, Monsieur le Président, mes chers collègues, République, laïcité, citoyenneté, un devoir d'avenir, une très belle épitaphe, si ce n'est que je souhaite changer le terme d'avenir par le terme présent. C'est un devoir immédiat, mes chers collègues, qui nous est rappelé aujourd'hui, même par le triste anniversaire du centenaire du génocide arménien, page d'une histoire d'épouvante et de barbarie absolue, dont les plaies restent toujours ouvertes et toujours sensibles à la mémoire de l'humanité. D'ailleurs, on pourrait dire quelque part que cette plénière aurait dû se passer à un autre moment, car nous sommes absents de cette commémoration et nous regrettons que le président Vauzel ne nous ait pas entendus pour la déplacer. Devoir de mémoire également, que l'on doit aussi au nom des chrétiens d'Orient et au nom des chrétiens de France, qui sont devenus la cible des islamistes radicaux. À quelques jours de la commémoration de la Shoah, nous devons agir et faire réagir notre jeunesse contre l'obscurantisme. C'est dès maintenant que nous devons lutter contre ceux qui veulent porter le fer et le feu par le terrorisme aveugle qui frappe indifféremment tous les peuples et toutes les religions. C'est maintenant que nous devons prôner les vertus de la République, de la laïcité, de la citoyenneté, qui sont les remparts aux dérives communautaires ou religieuses. C'est maintenant que nous devons par tous les moyens, et qu'importe le terme intégration ou assimilation, faire en sorte que l'ensemble des citoyens et habitants de notre nation et ici de notre région puissent être sensibilisés et convaincus aux vertus de la République et surtout du mieux vivre ensemble. Montesquieu nous avait prévenu, quand les républiques doutent d'elles-mêmes, le fanatisme religieux peut ressurgir. Il nous affirme aussi avec Rousseau que l'unité de la cité repose sur l'amour de la République. C'est là, Monsieur le Président, la voie qu'il nous faut suivre. À ce titre, j'ai lu très attentivement le contenu de cette délibération et je dois vous faire part de mon étonnement et aussi de ma déception. Tout d'abord, quand vous listez toutes les actions qui de près ou de loin touchent à l'objet de cette délibération, l'éducation, la formation, la coopération décentralisée, l'insertion sociale, ce catalogue a quelque chose d'un peu déplacé. En effet, ces politiques listées dans l'exposé des motifs sont avant tout des compétences, je le rappelle, obligatoires de la région. Encore heureux que vous ayez réalisé des politiques et des actions là où la loi vous oblige de les mettre en œuvre. Le reste est un peu confus, un amalgame de bonnes intentions, pour arriver à 4 propositions qui sont intégrées dans le dispositif régional déjà depuis très longtemps et qui ne sont pas à la hauteur de la situation. De plus, aucune enveloppe financière n'est assortie à ces 4 propositions censées modifier les choses. La réalité, Monsieur le Président, la réalité c'est quoi? Toujours plus de chômage, de précarité dans notre région, une situation sociale qui s'aggrave et un fossé qui se crée entre les territoires. La délibération qui nous est proposée n'apporte rien en rapport de l'objet très solennel qui nous est proposé également. C'est là que se situe la déception, car quand même, Monsieur le Président, nous avons, je l'ai rappelé tout à l'heure, des compétences. Nous pouvons donc à ce titre prendre des initiatives. L'éducation, par exemple, où nous avons la responsabilité des lycées, des apprentis de la formation. Chaque année, nous consacrons une enveloppe importante pour la gratuité des livres au bénéfice des jeunes de notre région. Pourquoi ne pas rajouter un ouvrage, une publication, un écrit auprès de chaque lycéen, apprenti, stagiaire de formation ou jeune chômeur, à travers les missions locales pour expliquer ce qu'est la République, ce qu'est la laïcité, ce qu'est la citoyenneté. Voilà un exemple d'initiative que vous auriez pu prendre. Il y a bien sûr d'autres dans ce domaine que l'on appelait autrefois l'éducation civique, qui intégrait aussi des valeurs morales, s'il m'a mené aujourd'hui. Alors, comme le définissait Condorcet en parlant de l'instruction publique, il faut qu'en aimant les lois, on sache les juger. Ce qui veut dire que seule la connaissance nous permet d'apprécier les valeurs et l'importance des lois et du mieux vivre ensemble. J'ai pour ma part une autre conception de la vie démocratique et aspire à un autre mode de relation avec nos concitoyens. Avec mes amis, nous la pratiquons à Marseille et à Nice, quotidiennement, à travers le plan municipal Marseille Mieux Vivre Ensemble, qui, dans ses objectifs, exprime clairement le rôle central donné à l'individu, doté de moyens de vivre pleinement et librement sa citoyenneté, notamment à travers l'un des axes qui est l'apprentissage de la citoyenneté. Les hommes, en effet, ne naissent pas citoyens, mais le deviennent, disait Spinoza. Cet objectif, nous le poursuivons par des actions concrètes qui répondent à ces engagements dans des domaines variés. Les symboles de la République sont mis en valeur, exposés, explicités dans les bureaux municipaux de proximité, où 800 000 usagers viennent accomplir chaque année les démarches administratives et citoyennes. La devise de la République, liberté, égalité, fraternité, est au cœur des cérémonies de remise des décrets, de naturalisation aux nouveaux Français. Cérémonies où ces notions sont expliquées au-delà de leur valeur symbolique, illustrées par des témoignages de personnes engagées dans la vie citoyenne et solidaire, et complétées par un principe qui nous tient à cœur, la laïcité,
en ce qu'elle nous préserve du communautarisme, dans lequel va nous plonger ceux qui s'inscrivent parfois dans ces parcours d'insertion. Ainsi, la Marseillaise a été reprise en chœur par tous les participants dans l'hémicycle du conseil municipal et sa valeur fédératrice et patrimoniale a été encore renforcée par l'organisation de ces cérémonies au mémorial de la Marseillaise, réalisation de la ville, je le rappelle. L'action que nous menons pour l'accès de tous au tout numérique, à l'information, donc ouverte, libre et quasi universelle, relève de la même veine. Il s'agit bien sûr de développer un accès facilité à la réalisation de démarches administratives, mais aussi de réduire la fracture numérique, qui est la fracture sociale. Individuelle d'abord, collective ensuite, par l'aménagement numérique, et de permettre ainsi le décloisonnement social et l'attractivité de la métropole. Le droit social, si difficile d'appréhension pour nos concitoyens, est devenu accessible par la mise en place d'un dispositif en partenariat avec le Conseil départemental d'accès au droit, Instance de Marseille et l'Ordre des avocats du barreau de Marseille, consistant en l'ouverture de permanences tenues par des avocats spécialisés au sein des bureaux municipaux de proximité et ouvertes à tous gratuitement. Toutes ces actions favorisent la citoyenneté, la solidarité, le respect d'autrui. Ce sont des exemples que je vous propose de prendre également et de les mettre en œuvre au niveau de la région. Elles permettent l'expression démocratique, libre, individuelle, en ce qu'elles ne l'emprisonnent pas, ne la détournent pas, et qu'elles donnent aux citoyens, actuels et futurs, les moyens de la nourrir et l'esprit critique, gage de libre arbitre. C'est pourquoi nous ajoutons toujours, et je le répète, la laïcité dans les valeurs héritées de nos traditions républicaines. Ainsi, Monsieur le Président, vous comprendrez que nous ne pouvons soutenir cette délibération et que nous nous abstiendrons sur ce rapport. Je vous remercie. Sur ce dossier. Monsieur Sperling. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, c'est sans doute un jour à marquer d'une pierre blanche au sein de notre institution régionale, puisque ce rapport nous propose purement et simplement d'accompagner et de développer un concept à résonance internationale, sinon mondiale, comme vient de le dire M. Morel. Cette opération est à l'initiative d'une entreprise privée et d'un dirigeant, Frédéric Chevalier, compétent et brillant, qui a engrangé de nombreuses réussites dans différents domaines. Il s'inscrit bien dans une démarche majeure, le label French Tech, sur le territoire d'Aix-Marseille. Ce label est avant tout le fruit d'un travail commun, du jouet collectif, que revendique le maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, car l'union de nos efforts est le garant de nos succès. Regardez le chemin parcouru en seulement 2 ans. À l'époque, j'avais eu le privilège d'accueillir Madame la ministre déléguée au numérique lors de sa visite au pôle média de la Belle de Mai. J'avais alors présenté les atouts de notre écosystème et dit notre volonté de développer un quartier numérique sur Marseille. Aujourd'hui, yes we are, oui nous l'avons. Ce quartier numérique est devenu une métropole French Tech et nos atouts sont transformés en puissant levier pour dynamiser l'économie locale. Madame Axelle Lemaire, nouvelle ministre déléguée au numérique, que j'ai accueillie fin décembre également, à Marseille a conforté notre labellisation. Marseille-Provence est désormais un véritable hub numérique à vocation internationale. L'obtention du label French Tech vient de consacrer cela. Nous travaillons, acteurs publics et chefs d'entreprise, pour développer la dimension internationale de notre écosystème. Cela passe par la conception d'une stratégie ambitieuse, innovante et structurante. Ambitieuse tout d'abord, car le label French Tech valorise cet écosystème qui emploie aujourd'hui 40 000 personnes, compte 7 000 entreprises et réalise 8 milliards de chiffre d'affaires. Innovante, car cette candidature commune pour l'obtention de ce label a rassemblé l'ensemble des acteurs du numérique d'Aix-Marseille. Et M. Morel parlait de la métropole tout à l'heure. Il n'y a pas de hasard. De la carte à puce au cloud, en passant par le contenu et l'audiovisuel, le e-commerce, le marketing digital ou bien encore la formation. Structurante enfin, car ce label n'est pas une fin en soi, il est une étape vers la structuration d'une filière d'excellence, le soutien aux projets d'accélérateurs et aux réseaux d'accompagnement pour permettre aux créateurs de start-up de trouver le meilleur environnement générateur d'innovation et de réussite. Nous avons bâti également une ambition territoriale, parce qu'à Marseille, c'est déjà engagé dans une démarche de Smart City ou de ville intelligente. En effet, nous avons lancé un certain nombre d'actions, notamment en matière d'aménagement numérique. Je veux parler ici du très haut débit et de la 4G. Le déploiement de la 4G et de la fibre sur Marseille s'est effectué dans une approche partenariale exemplaire, dans le cadre d'une charte signée par l'ensemble des opérateurs télécoms et la ville, car l'accès au très haut débit pour tous est un prérequis incontournable pour le développement des usages et des entreprises. Nous avons également développé une carte CityPass, justement avec la communauté urbaine, l'Office du tourisme et des congrès et le syndicat mixte des transports des Bouches-du-Rhône, qui offre un bouquet de services dédiés au tourisme, allant de transport aux entrées au musée de Marseille et aux autres activités touristiques.
Très bientôt, une carte multiservice unique offrira transport et services pour l'ensemble des Marseillais, comme l'accès aux bibliothèques, aux équipements sportifs, et facilitera même l'ensemble des démarches administratives. Enfin, des projets expérimentaux d'éclairage intelligent, on parlait de smart grids, de compteurs de fluides connectés, de smart data, de déploiement de hotspots Wi-Fi, confortent notre stratégie de développement du numérique dans notre fonctionnement quotidien et au service des usagers et aux clients. Cette révolution numérique est en train de transcender ce qu'il y a encore quelques années n'était qu'une utopie, l'ubiquité. Et The Camp va pouvoir y répondre. Pouvoir qui donne à tout à chacun, où qu'il soit, et quand il le veut, d'être connecté via Internet pour échanger des informations avec qui bon lui semble. L'espace et le temps en sont par là même maîtrisés. Michel Serres, le philosophe, le dit très bien. Nous assistons à une troisième révolution, aussi capitale que les deux précédentes, qui était celle du passage de l'oral à l'écrit et de l'écrit à l'imprimé. Un nouvel humain est né dans les années 80. Internet et les nouvelles technologies ont permis de manière démocratique l'avènement d'un nouveau langage universel. Le numérique, tout comme il est indiqué dans le rapport Lemoine, a une grammaire bien précise. La transformation numérique est la chance que notre territoire doit saisir. Aix-Marseille est donc bien en France, une capitale numérique. Elle se doit d'être au cœur de la French Tech des Suds, car elle possède une vocation euroméditerranéenne. Alors l'obtention de ce label, puisque M. Morel en parlait, n'est pas une fin en soi, mais plutôt une étape vers un développement d'une filière d'excellence qui doit permettre à nos entreprises, et nous y arrivons, de gagner la bataille de l'emploi. The Camp répond à tout cela, va permettre de favoriser l'émergence d'un savoir-faire, de rayonnement mondial, qui se traduira par des structures, des normes industrielles, des services et des technologies incubées, expérimentées et développées sur le territoire. Celui-ci souhaite réaliser un campus d'innovation, de prospective et d'enseignement dédié aux sciences urbaines et aux villes de demain. Une interface entre groupes industriels, collectivités et utilisateurs, un lieu de vie, de technologie et d'enseignement au cœur de la Provence. Nul doute, Monsieur le Président, que ce concept peut faire grincer quelques dents dans votre majorité, tant il est inconvenant pour certains que le privé puisse initier de tels projets. Pour nous, Monsieur le Président, c'est un grand satisfecit. C'est une très belle aventure qui nous est proposée, ambitieuse et porteuse d'espoir et d'emploi pour l'ensemble de notre région. Nous avons également, donc, longue vie, bien sûr, et prospérité à The Camp qui nous prouve et nous démontre les vertus de l'entreprise dans la réussite et l'expérience. The Camp vient jouer ce rôle essentiel, réunir et faire partager les compétences de la ville numérique dans ce cadre exceptionnel. Je m'interroge tout de même, et peut-être M. Morel va me répondre, sur votre stratégie qui consiste à soutenir financièrement ce projet, à juste titre, mais qui refuse de financer le comité territorial du numérique de la French Tech. Nous sommes dans une contradiction, pour moi, socialiste de plus. Et comme le dit le philosophe, l'absurde en lui-même est contradiction. Mais malgré tout, avec enthousiasme, nous voterons pour cette délibération. Je vous remercie. Monsieur le Président, mes chers collègues, sans trop y paraître, ce rapport très technique sanctionne un double échec de cette majorité finissante dans le domaine de l'aménagement public. Celui de votre incapacité chronique à investir dans une des missions régaliennes de notre institution, à savoir celle de l'éducation. Celui de la logique sectaire que vous poursuivez depuis bientôt 2 décennies et 3 mandatures au titre de l'actionnariat de cette formidable structure régionale créée en son temps par Jacques-Claude Gaudin et Christian Estrosi pour mettre en œuvre le plan lycée réussite. Les faits parlent d'eux-mêmes. Vous ajoutez ainsi à votre incapacité à réaliser le plan prévisionnel d'investissement dédié au lycée qui accueille les jeunes provençaux, alpins et azuréens. Le fardeau du syndicat des communes socialistes de notre région pour seul gage de soutien à l'activité de l'AREA. Là où le bas blesse en terre socialiste, ce sont plus les dépenses de fonctionnement qui sont privilégiées par rapport à l'investissement. Ainsi, force est de constater que l'ouverture du capital de l'AREA n'a pas eu jusqu'à aujourd'hui les efforts escomptés, malgré la très bonne volonté de son président et de son directeur général. Le conseil d'administration dans lequel Monique Robineau et moi-même siégeons constate réunion après réunion, année après année, le déclin irrémédiable de l'activité ainsi que la fragilisation de cette structure qui reçoit de la part de son actionnaire historique, la région,
ainsi que les supplétifs plus récemment amalgamés, les communes socialistes, de moins en moins de commandes publiques. Nous sommes aujourd'hui arrivés à un tel point que je pose la question du maintien des effectifs de cet organisme ainsi que celle de ses compétences techniques. Voilà, Monsieur le Président, la réalité de votre gestion. Et encore, nous vous faisons grâce des errements liés à la Villa Méditerranée et de leur coût pour le contribuable régional. Alors de grâce, ne nous présentez pas cette délibération d'urgence vitale comme le fruit du volontarisme de votre majorité finissante. Lors de notre dernière assemblée, dans un souci de responsabilité, nous avons voté pour que le sauvetage de ce grand service public régional soit enfin lancé. Nous sommes convaincus, tout autant par nécessité de bonne gestion que par adhésion sincère au processus de transition énergétique, Madame Delay, qu'une partie du sauvetage de l'AREA, car il s'agit bien d'un sauvetage, passe par les modifications proposées dans cette délibération. Cela d'ailleurs a été le sens de notre vote au Conseil d'administration et en commission. Tout responsable, tant politique qu'économique, est conscient de l'enjeu et du gisement d'activités, donc d'emplois liés à la transition énergétique. Le tiers de ces gisements passe, vous le disiez vous-même, par le bâtiment et les travaux de construction-rénovation. Il était urgent de s'en rendre compte et de s'y adapter. Non parce que vous êtes socialiste, mais tout simplement parce que c'est un enjeu économique et de développement majeur. À ce sujet, une observation, une seule. Elle concerne les lycées. Votre projet de budget, qui n'a d'ailleurs d'ambitieux que le nom que vous lui donnez, prévoit la réhabilitation énergétique d'une petite dizaine d'établissements publics par an. Pour cela, il s'inscrit dans la durée, c'est-à-dire à peu près à celle d'une vingtaine d'années, alors que l'urgence à investir est pressante. Ce qu'il y a de bien avec vous, les socialistes, c'est que vous avez toujours de grandes idées, mais que leurs traductions dans les faits sont toujours très lointaines, pour ne pas dire abstraites, le sens de notre interrogation. La fin en soi de votre gestion est en plus destinée à caresser dans le sens du poil les clientélismes que vous sélectionnez et dans ce rapport très concrètement celui de la pensée verte. Mais faites attention, car l'herbe est toujours plus verte chez les autres jusqu'à ce qu'on découvre que c'est du gazon artificiel. À cela, nous préférons l'action et les résultats. C'est pourquoi, parce que nous sommes convaincus qu'il y a une très grande urgence, nous nous abstiendrons sur ce rapport. Je vous remercie.